Les rapports entre santé et biodiversité sont multiples et intéressants, très intéressants même, parce que tout compte fait, le monde vivant, c'est un ensemble, et cet ensemble, eh ben, si jamais on le détruit, ben, on détruit un petit peu tous ces éléments. Et on le détruit actuellement par plusieurs méthodes. Il y en a une qui est très importante dans nos régions, probablement de loin la plus importante, c'est le fait qu'on met des pesticides de synthèse en quantité dans l'environnement. De l'aveu même des producteurs de pesticides, ces pesticides, en gros, ils tuent tout le monde. Ils tuent pas que les trucs qui sont censés tuer, ils tuent tout le monde. Et le résultat, c'est qu'on est en train d'empoisonner entièrement toutes les formes vivantes de la planète, y compris nous. Voilà. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a déjà là un premier rapport. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de détruire encore plus les trucs qui nous embêtent que les autres. Si jamais on y arrive vraiment à fond, on va finir par arriver à une chose très simple, c'est qu'il n'y aura plus que les humains et les espèces qui leur sont utiles. Si on arrive à ça, c'est clair, toutes les maladies du monde se concentreront sur les humains et sur les espèces qui leur sont utiles. Donc, on est en train de créer un monde dans lequel on sera constamment attaqué, nous ou les espèces dont on a besoin, par des pestes qui sont en train de tout détruire. Donc voilà, je pense qu'il faudrait devenir un peu raisonnable. Je pense que si on veut avoir une humanité qui peut durer et dans un certain confort, il faudrait comprendre qu'on fait partie de la nature et que détruire la nature, c'est pas bon pour l'humanité. Peut-être pour répondre à la question là, de quel regard peut porter un médecin sur les atteintes à la biodiversité et les liens entre biodiversité et santé, c'est peut-être justement en ayant commencé par être médecin clinicienne, où on voit qu'on fait, on reçoit des gens et on traite des conséquences. C'est-à-dire qu'on arrive toujours trop tard, on traite des brûlés qui ont des infections avec des bactéries multirésistantes, et en fait on se rend compte que ces brûlures, elles auraient pu être évitées. Donc au lieu de mettre des gros antibiotiques, des gros traitements, des chirurgies chez des patients brûlés, on aurait pu éviter les brûlures, par exemple, en renforçant les systèmes électriques de certains pays ou en diminuant les inégalités sociales. Voilà. Et en fait, le médecin se retrouve toujours un peu au bout de la chaîne, alors qu'en fait, il y a l'impression d'avoir des choses à faire avant, notamment sur la biodiversité, sur la préservation de l'environnement. Donc il y a vraiment peut-être plutôt l'apport que l'écologie peut amener à la médecine pour ne pas se résoudre tout le temps à traiter des conséquences. En fait, les approches développées actuellement peuvent être qualifiées d'antibiotiques, c'est-à-dire contraires à la vie, parce qu'il y a plein de choses qu'on met en place quand on essaie d'éradiquer un virus ou on éradique un moustique qui transmet par exemple le paludisme. En fait, on porte atteinte à la vie d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est les méthodes qu'on a développées en santé. Et en fait, ma question, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas développer des méthodes probiotiques, c'est-à-dire pro-vie, on va dire, favorables à la vie avec le vivant, avec la coévolution avec le vivant. Et par exemple, qu'est-ce que ce serait? Ça voudrait dire recollaborer avec les prédateurs, recollaborer avec les parasites, recollaborer avec les phages, qui sont les virus de bactéries et qui peuvent traiter les infections résistantes. Donc recollaborer avec le vivant. Et ce qu'on peut appeler des réensauvagements en santé, c'est-à-dire laisser faire les dynamiques du vivant pour voir qu'est-ce qu'elles pourraient nous apporter dans notre santé. Merci d'être là pour ce troisième débat de l'après-midi dans le cadre de ce forum des solutions écologiques. Alors, je ne sais pas si on apporte beaucoup de solutions, mais on apporte, je crois, depuis le début de l'après-midi, pas mal de grains à moudre, si je puis dire. Parce que je ne sais pas si certains sont là depuis le début, mais on a eu beaucoup de sujets, enfin de spécialistes du sujet très intéressants qui ont amené plein de réflexions sur à la fois la place de la nature dans nos vies, sur comment faire en sorte de changer nos façons de fonctionner pour éviter de se prendre le mur de toutes ces crises qui s'annoncent, à la fois sanitaires, économiques, écologiques. Voilà, il y a plein de choses qui ont été dites, parfois de très belles choses, et je pense notamment à cette romancière Claudie Hunsinger, qui a dit des très très belles choses sur sa place dans la nature. Et voilà. Mais donc, ce n'était qu'un début, qu'une mise en bouche, parce que maintenant, nous allons parler de santé et biodiversité. Est-ce que ces deux destins sont liés? Et ça, c'est le sujet, je crois, qui nous préoccupe depuis maintenant 1 an et demi. Et là, on est vraiment dans le cœur du cyclone. Et donc, nous avons avec nous, pour vous en parler, Pierre-Henri Gouillon, qui est biologiste et professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Jean-François Guégan, c'est vous.
écologue qui travaillait sur les relations entre santé et environnement. Où ça? Un peu partout, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Amérique du Sud. D'accord. En plus, vous avez des grands voyageurs, vous allez voir, ils travaillent tous dans des endroits incroyables. Patrick Giraudoux, vous êtes professeur à l'université de Franche-Comté. Vous vous intéressez aux conflits entre humanité et faune sauvage, donc ça nous intéresse beaucoup. Et vous bossez entre la Chine et la RDC, et ici, bien sûr. Ici, quand même, accessoirement, voilà, le Jura, la Chine et la RDC. Donc, ça, c'est vachement intéressant aussi. Et vous, Camille Bezombe, vous êtes épidémiologiste et vous bossez sur la République centrafricaine. Mais vous êtes basé où? En France ou en France? Entre Paris, l'Aveyron et la République centrafricaine. Donc vous voyez, donc là, à eux tous, ils couvrent toute une partie du globe. Et donc ils vont vous raconter un petit peu ce qu'ils font et ce qu'ils pensent de ce sujet entre santé et biodiversité. Est-ce que c'est lié? Et je suis sûre qu'ils ont une réponse à apporter à ça. Donc je vais leur demander, comme ils sont 4, je suis sûre qu'ils sont tous les 4 aussi passionnants les uns que les autres et qu'ils ont plein de choses à vous raconter, je vais quand même leur demander de se présenter, de présenter leur sujet de façon pas trop longue, de façon que peut-être il y a un débat qui s'engage entre vous, et surtout donc qu'on puisse, comme on a fait pour les débats précédents, pour que vous puissiez leur poser des questions, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut discuter avec quelqu'un qui bosse en RDC ou en Chine, en République centrafricaine. Donc c'est quand même vachement intéressant. Voilà. Donc peut-être pouvons-nous commencer par vous, Camille, puisque vous êtes épidémiologiste. Vous pouvez nous donner la base un peu scientifique de tout ça? Oui, merci pour l'invitation. Alors, je suis médecin et épidémiologiste, mais c'est vrai que ce que j'ai plutôt envie de vous apporter, c'est le regard depuis quelques années porté sur les crises et donc de quelle façon les destins sont liés entre santé et biodiversité. Et donc, le contexte actuel nous invite à penser ensemble la santé et la biodiversité, à considérer simultanément l'époque de la 6e extinction des espèces et des émergences. Donc cette pandémie, elle vient s'intégrer dans des émergences multiples. On n'en avait peut-être pas conscience avant, mais les mondes végétaux ont déjà été victimes, les mondes animaux aussi, les mondes humains aussi, mais parfois loin de chez nous, donc on s'en rendait moins compte. Et c'est vrai que je voudrais vraiment insister, le propos est là-dessus, on l'a un peu entendu, loin d'être un aléa imprévisible. Ces émergences, elles apparaissent plutôt comme un devenir inexorable, structurellement lié à la dégradation des écosystèmes écologiques et sociaux. Et je vais juste faire un bref rappel là-dessus. Donc, dégradation des écosystèmes écologiques, on l'a vu, la généralisation des plantations industrielles, de pratiques agricoles, on en a parlé tout à l'heure, de routes, d'urbanisation, et qui créent des véritables environnements pathogènes, qu'on peut vraiment appeler comme ça. J'aimerais aussi insister sur les pertes de biodiversité. Alors on pense toujours à la perte de macro-biodiversité, donc tous les animaux, les oiseaux, les mammifères, mais j'aimerais la relier avec la perte de micro-biodiversité au niveau des microbiotes. On en a entendu parler, microbiotes humains et microbiotes animaux, qui sont atteints par les mêmes pertes et qui aboutissent à des déséquilibres avec des diabètes, des obésités, d'autres problèmes. Les pertes de diversité aussi domestiques, génétiques, des animaux domestiques, les semences utilisées sont en perte de diversité. Et puis les pertes de diversité culturelle, et même si ce n'est pas en lien, en fait, comme ça, spontanément, c'est en lien. La disparition des langues, des ethnies et des connaissances, des savoirs participe de cette perte de biodiversité. Et tout ça aboutit à une homogénéisation du vivant, des modes de vie et des relations. Et c'est un vrai problème parce que c'est de là dont on parle. Les écosystèmes sociopathogènes aussi, avec ce qu'on a appelé, vous en avez peut-être entendu parler, la nature syndémique des crises sanitaires. C'est-à-dire, les termes syndémie, c'est pour montrer le cumul et les interactions de différentes sources d'inégalités face à la contamination, à la maladie et à la mort. Et un exemple précis de ces troubles sociaux, on va dire, c'est que certaines populations, par exemple de banlieue parisienne, ont été plus touchées par la crise de la Covid-19, parce que c'est à cause de ces syndémies, justement. C'est des populations qui sont plus exposées à travers des métiers à risque, l'utilisation de transports en commun, et qui cumulent des vulnérabilités, souvent des populations qui ont justement ces problèmes de microbiote avec des obésités, des diabètes, des choses comme ça. Ce qui est intéressant dans cette nature syndémique des crises, c'est que les mesures mises en place
dans la gestion à court terme et qui sont nécessaires. On ne revient pas sur cette nécessité. Par exemple, les mesures barrières peuvent à long terme porter atteinte, en fait, aggraver ces syndémies. Par exemple, il y a une étude récente qui est sortie. À Hong Kong, ils ont étudié le microbiote d'humains 1 an avant et 1 an après la mise en place de mesures barrières et on voit déjà une réduction de diversité. Donc ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de dire que en fait, la pandémie qu'on traverse aujourd'hui, c'est aussi la conséquence on doit gérer les conséquences des dégradations environnementales et sociales passées et on aura à gérer aussi les conséquences des solutions qu'on apporte aujourd'hui dans les années à venir. On parle beaucoup du réchauffement climatique et c'est très bien, on a eu des débats là-dessus. Hein. Moi, ce qui me fait vraiment flipper, c'est l'érosion de la biodiversité parce qu'elle est irréversible. C'est-à-dire que si vous perdez une espèce, vous ne pourrez pas la reconstruire. Et une espèce, c'est 3 milliards et plus d'années d'évolution derrière pour la fabriquer. Donc, le capital qu'on perd à ce niveau-là n'est pas remplaçable. Il n'y a pas de réversibilité. À la limite, le CO2, on peut s'imaginer qu'à l'échelle de 500 ans, on puisse le réabsorber. C'est en tout cas chimiquement possible. Bon. Une espèce perdue, on ne la retrouvera jamais. Et la vitesse de disparition des espèces à l'heure actuelle est 10 à 100 fois supérieure à celle qu'on a connue dans les extinctions géologiques qui ont précédé celle-ci, hein, la 6e extinction. Il y en a que nous sommes arrivés à protéger et à régénérer, il me semble, des espèces. Alors, oui, mais en termes global, on est sur une perte nette. Alors bon, bien sûr, perte nette, et c'est de cette perte nette-là que je parle. Hein. Bien sûr qu'on a réussi à freiner ça et là quelques espèces emblématiques, mais il vaut mieux être un loup qu'un crapaud ou encore pire qu'un insecte de ce point de vue-là, hein, parce que quelque part, il y a des espèces qu'on aime mieux protéger que d'autres. Hein. Bon, mais c'est epsilon par rapport à la tendance, tout ça. Et ce que nous disait Camille, et que je suis obligé de répéter, désolé d'être un peu redondant, c'est que cette diminution en nombre d'espèces fragilise les écosystèmes. Imaginez, un écosystème, c'est d'abord des milliers d'espèces. Celles qu'on ne voit pas, les microbes, Camille en a parlé, hein, les microbes qui sont nos symbiotes pour la plupart, et les microbes qui nous sont pathogènes sont finalement très rares, c'est eux qui assurent la stabilité. Alors c'est difficile de se faire comprendre quand on est pour des gens qui ne seraient pas écologues. Il y a une paraphrase qu'on emploie souvent, c'est comparé à la tour Eiffel. Bon, un écosystème, c'est des centaines de milliers de relations entre des milliers d'espèces, on va dire ça comme ça. Puis des espèces, le mot espèce, Pierre-Henri ne va pas être content parce qu'il n'aime pas, puis moi non plus. Parce qu'en fait, c'est plus fluide que ça, les espèces, c'est pas compartimenté comme ça. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Bon. Mais si vous prenez ça, c'est toutes ces interactions, comparez-la à la tour Eiffel. La tour Eiffel, c'est des milliers de boulons. Peut-être même des millions de boulons, je ne sais pas. Mais vous enlevez un boulon, il ne se passera rien. Vous enlevez 2 boulons, il ne se passera rien. Vous enlevez 3 boulons, il ne se passera rien. Vous enlevez 500 boulons, il ne se passera probablement rien. Sauf s'il y a un coup de vent. Là, la tour Eiffel, elle va s'écrouler. Ou même si vous enlevez pas, s'il n'y a pas de coup de vent, à un moment donné, vous allez enlever le mauvais boulon, puis tout va tomber, vous aurez un tas de ferraille. Un écosystème, c'est ça. Hein, c'est des effets seuil. On ne voit pas ce qui se passe. Ça érode, c'est pas pire qu'avant, pas très. Bon, on y va, jusqu'au moment où ça fait collapse. Et ce collapse, on commence à le voir pour le moment par l'émergence de plus en plus d'épidémies, qui deviennent pour certaines des pandémies. Donc c'est un signe, ce n'est pas le seul signe. Hein. Et donc c'est ce relatif pessimiste, on est dans un état d'alerte important, il faut vraiment faire quelque chose pour le moment, parce que là on est sur quelque chose qui est totalement irréversible et tout à fait paniquant. Alors il y a une première chose que je voudrais vous dire sur la biodiversité, c'est que on en a une très mauvaise perception. Pourquoi ? Eh bien parce que notre culture est fondée sur le mythe de la stabilité. Et sur la nature, c'est particulièrement vrai. Nous avons tous entendu parler d'Adam et Ève avant d'entendre parler de Darwin. Si tant est qu'on a entendu parler de Darwin d'ailleurs. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on a une vision de la nature créée une fois pour toutes par un système de création. Alors évidemment, on apprend après qu'il y a de l'évolution, mais déjà on l'apprend très tard dans le système scolaire et nos structures mentales, et c'est trop tard, nos structures mentales, elles sont faites sur une vision de la nature stable. Et alors que, à partir du moment où on a compris le darwinisme, normalement on comprend que tout est tout le temps en train de bouger. Il n'y a aucune stabilité dans la nature. S'il y a un équilibre de la biodiversité, c'est un équilibre dynamique. Il y a constamment des formes qui apparaissent, qui se différencient, d'autres qui disparaissent, etc. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens, et dans le milieu agronomique j'en connais, qui au fond se contenteraient très bien d'un monde dans lequel il n'y aurait plus que les humains et les quelques espèces qui leur sont utiles. Voilà. Alors je veux dire que si on arrive à ça,
Hein, on a déjà parlé de la simplification des écosystèmes 2 fois, j'y reviens aussi. D'une certaine façon, je vous dirais, s'il n'y a plus que les humains et les espèces qui leur sont utiles, toutes les maladies du monde se concentreront sur ces espèces-là. Hein. Donc c'est pas compliqué. Là, ça sera en permanence. Quand ça ne sera pas nous, ça sera les machins qu'on mange. Et tout sera malade tout le temps. Donc voilà, je pense que vous voyez bien que c'est pas ça qu'il faut faire. Si on veut que l'humanité puisse continuer à vivre dans des conditions décentes, il faut absolument comprendre que l'humanité fait partie de la nature. Et que donc, quand on tue la nature, on tue tout ce qu'il faut pour que les humains soient bien. Donc moi, je voudrais qu'on conserve la nature pour elle-même, mais même si on ne la conserve pas pour elle-même, pour les humains, il faut la conserver aussi. Voilà. Mais il y a toute une part de biodiversité invisible qui est représentée par ces micro-organismes. C'est peut-être des bactéries, des virus, et on va vite arriver aux virus responsables de cette pandémie. C'est peut-être des champignons parasites. Ils sont importants dans les écosystèmes. Lorsque vous êtes venu dans cette salle, sachez, pour la plupart d'entre vous, vous le savez peut-être, vous avez beaucoup plus promené de bactéries qui sont en vous, dans vos intestins, sur votre peau, que finalement de vos propres cellules. C'est-à-dire que vous êtes vous-même occupé. Toutes ces notions aujourd'hui qui arrivent autour du bactériome, du microbiome, notamment du microbiome intestinal, eh bien donc on est très proche. Vous êtes farci de bactéries. Et ces bactéries ont une fonction. Donc c'est-à-dire, et on les échange, bien entendu. Et donc ces micro-organismes que vous abritez par millions, eh bien, ils vont assurer des fonctions. Ils vont assurer des fonctions de nutrition. Ils vont découper certaines protéines que votre système est incapable de faire, et ces bactéries vont le faire à votre place. Certaines bactéries sur votre peau vont assurer une forme de résilience du système épidermique. Si vous utilisez beaucoup trop de savons nocifs ou d'autres produits, vous allez altérer bien entendu la peau, mais vous allez aussi supprimer un certain nombre de bactéries ou de champignons parasites abrités naturellement sur votre peau et laisser la voie à une bactérie ou un parasite, ou mieux à un virus, pour pouvoir provoquer quoi? Une maladie cutanée. Et donc, du coup, on s'aperçoit aujourd'hui que la biodiversité ne tiendrait pas, elle n'existerait pas, ou elle serait complètement différente si vous n'aviez pas ce monde invisible finalement qui la tient, qui la maintient, et qui l'organise et qui la fait évoluer. L'idée que la plupart des gens ont, c'est vivement que cette crise soit finie. Oui, qu'on reprenne comme avant, voilà, pour qu'on puisse faire du business as usual. Donc ça, c'est l'idée majoritaire. Et puis, ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'il y a toute une série de gens que cette crise a largement enrichi. Or, nous sommes dans une philosophie ou dans une idéologie, voire même dans une religion, où on pense que le marché est une espèce de divinité à laquelle il faut toujours rendre hommage. Hein. Vous avez remarqué qu'on parle du marché comme de Dieu tout le temps. Hein. Le marché ne voudra pas ça, le marché n'a pas été content, le marché ceci, etc. Hein. Et donc on est puni quand le marché n'est pas content. Voilà. Donc alors le marché, il trouve que c'est très bien cette crise. Il n'y a pas de problème, on vend des vaccins. Il n'y a pas de problème pour le marché. Donc tant qu'on aura des dirigeants qui nous disent que c'est le marché qui nous dit ce qu'on doit faire, je vais vous dire, il n'y a aucune chance que ça s'arrange, ni du côté de la biodiversité, ni du côté de la santé, et les deux étant liés, vous voyez, c'est bien la même chose. Donc moi, je ne vois absolument pas un mouvement de fond, ni des dirigeants, ni d'ailleurs dans mes concitoyens, disant il faut arrêter les conneries avec l'environnement, et maintenant, à partir de maintenant, d'ailleurs, je ne voterai plus que pour quelqu'un qui me garantira qu'il s'occupe de ça. Quand je vais en République centrafricaine, dans les archives de l'Institut Pasteur, je vois en 1960 des tonnes d'études de géologie, des tonnes d'études de végétation. Enfin, les gens s'intéressaient au milieu dans lequel survenaient les maladies. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment ça. Et puis, il y a cette approche aussi analytique qu'on a en recherche, c'est-à-dire on isole un animal ou un microbe dans un laboratoire, on le coupe de toutes ses relations et de son milieu pour l'étudier. Et j'ai l'impression que tant qu'on ne mettra pas de l'écologie et de l'écologie de la santé pour comprendre ce qui se passe, on n'y arrivera pas. Et c'est vrai qu'on voit que il n'y a pas d'écologues de la santé qui sont particulièrement, je ne crois pas, il y en a qui pourront le dire ici, mais contactés pour vraiment changer les choses pour après, où ils ne sont pas pris en compte autant que d'autres spécialistes, médecins, épidémiologistes ou autres. Allez-y. Je voulais... Ah, vous l'aurez là, ne vous inquiétez pas. Alors déjà, madame. Non, allez-y, monsieur, puisque je voulais justement, simplement, essayer de vous faire parler aussi un petit peu, au-delà du Covid, sur d'autres pathologies, comme par exemple le cancer, qu'on oublie complètement. Je voudrais savoir, moi, si
vous, les chercheurs, vous faites des liens entre le développement du cancer à cause des problèmes de biodiversité. On a très très peu d'informations sur ces sujets-là, alors qu'on a l'impression que les cancers se développent d'une manière exponentielle. Vous avez raison, c'est une très bonne question. Qui peut y répondre? Je peux commencer. Il y a deux. Alors, premièrement, c'est compliqué. Et quand je vous dis que c'est compliqué, je sais du coup que je suis en train d'être manipulé. D'accord? Vous voyez, quand les gens disaient le cancer du poumon, c'est compliqué dans les années 1960. C'est pourquoi ils disaient ça? Parce que les marchands de tabac avaient subventionné toutes les recherches sur les autres causes que le tabac pour qu'on trouve que c'était compliqué. Bon, ils ont subventionné, moi j'habite en Bretagne maintenant, ils ont subventionné des trucs sur le radon. Le radon, ça fait du cancer vachement, tu parles. C'est rien du tout, mais ils ont vachement subventionné ça, donc tout le monde en Bretagne sait qu'il y a du radon et que ça donne le cancer. Et donc on a ce même problème à des tas d'échelles, parce qu'à l'heure actuelle, cette technique de désinformation et de trucage du système de recherche lui-même, qui consiste à subventionner les recherches qui vont cacher la réalité, eh ben, c'est devenu généralisé. Toutes les grosses entreprises ont lancé ce genre de choses après le tabac, et donc en particulier toutes les industries des pesticides. Est-ce qu'on peut essayer quand même est-ce qu'il y a quelque chose de positif à tirer de tout ça, de constructif? Et est-ce que nous avons d'ailleurs tous un avenir? Parce que là, on est totalement déprimé. Une des solutions, c'est ça, c'est quelque part de déchimiser l'agriculture, on va dire ça comme ça, hein, et puis de trouver des solutions de production qui permettent de nourrir l'humanité de façon responsable par rapport aux espèces qui peuvent être dans le système agronomique, mais aussi à l'extérieur du système agronomique. Donc, foncez. C'est bien qu'il y ait des jeunes qui soient là-dedans. C'est vraiment l'avenir, ça. Hein. Mais c'est un avenir qui, effectivement, est un peu paniquant, parce qu'ils sont condamnés à réussir, parce que sinon, on va tous perdre, là. On parle beaucoup là de préserver des zones sauvages, et moi j'y tiens beaucoup, mais effectivement je pense que ça n'ira pas tant qu'on ne changera pas l'utilisation du reste des terres. Et là-dessus, il y a deux pistes qui sont assez intéressantes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des gens qui s'appellent les paysans de nature, qui en fait sont souvent des naturalistes, des ornithologues, qui se sont dit en fait on n'en peut plus de ne pas réussir à préserver la biodiversité, donc en fait le meilleur moyen c'est d'acquérir des terres, de devenir paysan, et de faire de la biodiversité, enfin de mettre la biodiversité comme point d'orgue. C'est-à-dire que leur but, c'est pas de produire, ils produisent de l'alimentation saine, mais leur but, c'est la biodiversité. Donc ils créent des mares, ils laissent en friche, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et une autre piste qui est un peu plus anecdotique, mais qui s'appelle l'agriculture réensauvagée, où en fait, il y a des gens qui commencent à envisager des grands espaces où, au lieu de vaches, c'est des bisons rustiques qui sont chassés et tués sur place avec une toute petite prélèvement, puisqu'il n'y a pas de prédateurs dans les endroits où ils sont, pour l'alimentation humaine. Ils réintroduisent des castors. Voilà, donc c'est aussi des fermes différentes. C'est-à-dire, je pense qu'il va falloir qu'on envisage de faire des fermes différentes. C'est une belle façon de conclure ce débat. Alors, je suis censée... Au fond, on m'a demandé de conclure ce débat, mais ça va être difficile parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Simplement, voilà, il faut lutter contre l'érosion de la biodiversité visible et invisible, c'est ça? Parlons pas d'érosion de la biodiversité. Oui, un truc qui s'érode, c'est une falaise, c'est un truc qui bouge pas. Alors, parler d'effondrement. Alors l'effondrement, un truc qui bouge, ça peut tomber, mais l'érosion, c'est vraiment un truc créationniste, ça. Bon, je vais vraiment aller me coucher, moi, c'est pas possible. Alors, lutter contre l'effondrement de la biodiversité visible et invisible, privilégier la multidisciplinarité, c'est ça, hein, ça c'est très important, et notamment faire travailler ensemble médecins, vétérinaires et écologistes, enfin spécialistes de l'environnement, et anthropologues, voilà. Remettre des gens dans les campagnes, ça c'est vrai. Déchimiser l'agriculture et peut-être éduquer, faire de l'éducation. Enfin, ça, on l'a beaucoup dit. En fait, si on devait retenir une chose de ces 3 débats que j'ai menés, donc il m'en reste quand même des choses, c'est l'éducation, quoi. L'éducation à la fois dès le plus jeune âge, hein, des enfants, à la fois aux enjeux environnementaux, climatiques, et éduquer aussi les agriculteurs, parce que tout ça, c'est aussi beaucoup une question d'éducation. Donc, s'il y a un maître mot qui à retenir de cet après-midi de débat, c'est l'éducation
l'éducation. Et il y a un vrai problème, ça je le constate vraiment. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci surtout à nos différents intervenants qui ont été passionnants. Alors le Covid-19, le problème c'est qu'on ne sait pas tout à fait encore comment ça s'est passé. Et c'est tout le problème, c'est que les études qui permettraient justement de savoir comment fonctionne la faune sauvage correctement, des études d'écologie de la faune sauvage, elles sont très peu financées. C'est-à-dire que l'effort financier massif va vers le médicament, le vaccin, très bien, hein, il faut, en tout cas pour ceux qui peuvent se le payer, mais dès qu'on veut aller aux causes, la recherche n'est absolument pas financée. Alors la pandémie à Covid-19 a mis à la lumière un sujet effectivement très intéressant qui est l'interaction entre les populations humaines, les populations animales de différentes espèces et les micro-organismes. Il ne faut pas voir les pathogènes comme des pathogènes qui auraient une origine à être pathogènes en tant que micro-organismes, mais il ne faut absolument pas distinguer les micro-organismes de l'autre monde, c'est-à-dire des macro-organismes, c'est-à-dire des espèces que l'on voit, ce qui arrive aujourd'hui avec les problématiques du changement global, changement climatique, altération des terres, altération de la biodiversité, c'est que ce monde des micro-organismes, finalement, est mis en rencontre avec certaines populations animales, les populations animales que l'on domestique en particulier, mais aussi une population humaine qui est en expansion pour la recherche de terres, pour le développement de l'agriculture, pour la nourrir, la destruction des terres, bien entendu. Et cette population humaine, à travers ses différentes activités et usages, elle est mise en rencontre d'une multitude incommensurable de micro-organismes, dont certains peuvent se révéler pathogènes et être les maladies d'aujourd'hui, mais elle l'était hier et de demain. Et c'est cette mise en rencontre dans laquelle on voit bien que la démographie humaine, mais aussi les animaux que l'on élève, qui ont pris considérablement d'importance sur Terre aujourd'hui. Hein. On estime aujourd'hui, pour une région française qui est la Bretagne, environ 3 à 4 millions d'individus humains, que vous avez 170 millions de têtes d'individus de bétail élevés dans cette région. Donc on voit bien le déséquilibre qui est organisé aujourd'hui. Eh bien, ces populations humaines, ces populations animales sont mises aujourd'hui beaucoup plus en rencontre que par le passé par rapport à ce monde extraordinaire des micro-organismes dont certains pourront se révéler les futures maladies infectieuses de demain, créant les pandémies telles que celles que nous rencontrons aujourd'hui.